Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International. Tout de suite, vous écoutez le programme dont on parle à Taïwan. Merci à ceux qui nous écoutent sur les ondes courtes. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode dont on parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet, Florian Dai, Elisa Dufaux. Et cette semaine, nous avons des sujets assez variés, je pense, en termes de thématiques. Est-ce que tu peux nous dire, Florian, un petit peu ton projet, enfin ton sujet? Ton projet. Mon projet, c'est de vous parler justement alors pas exactement de variété, mais plutôt de diversité, puisque c'était le sujet de la marche des fiertés qui a eu lieu dimanche dernier. Voilà, et moi je vous parlerai d'une autre manifestation, une manifestation de citoyens qui demandent la démolition du mémorial de Chiang Kai-shek à Taipei. Oui. Et de mon côté, ça n'a rien à voir, pas de manifestation. Juste une nouvelle étude internationale qui a été faite par l'association des nouilles instantanées, qui est une association au Japon, et qui dit qu'en fait, avec l'inflation, c'est intéressant au niveau économique et au niveau social, puisque ça donne un petit peu un indice. La consommation de la nouille instantanée se fait de plus en plus importante dans le monde, et surtout dans des pays dans lesquels la consommation n'est pas culturelle. Et donc, je voulais voir aussi un petit peu, faire une comparaison et parler de ce qui se passe à Taïwan en termes de consommation et voir un petit peu le top 10 des marques des recettes les plus consommées à Taïwan. Voilà. Super sujet. Voilà, on peut commencer peut-être par la marche des libertés. Des fiertés ? Des fiertés ? Oui, c'est pas de la liberté. Oui, c'est ma faute. La Gay Pride. La Gay Pride. Oui, je sais. Mais... Alors, justement, Gay Pride. Parlons de ce titre. Bon, c'était pas prévu de commencer par ça, mais c'est pas grave. Je vois que tu as évité l'anglicisme, ou d'utiliser l'anglais. Alors, le problème, c'est pas vraiment d'utiliser l'anglais, c'est que l'anglais utilise le mot gay, qui est réducteur par rapport à l'ensemble des personnes qui se reconnaissent dans cette marche, alors qu'on traduit en français par marche des fiertés, qu'on appelle, c'est pas forcément une traduction. Mais le thème cette année, c'était justement Stand with Diversity, donc être avec la diversité. Et la diversité, c'est plus que les hommes gays. Donc c'est pour ça que le terme Gay Pride reste très exclusif, en fait. J'ai l'impression que c'est plutôt en France qu'on dit Gay Pride, alors que dans le monde anglophone, ils utilisent finalement très peu maintenant juste le mot Pride. Gay Pride et juste Pride. Ouais. D'accord. Donc, oui, c'est logique. Oui. Voilà. Donc il y avait environ 170 000 personnes qui ont participé à cette manifestation, qui était la 21e édition. Elle avait lieu devant le palais présidentiel avec 2 circuits différents pour diviser un peu la foule et fluidifier la marche, parce que ça faisait vraiment beaucoup de monde. Donc ce sont des circuits en boucle qui reviennent au point de départ. Et le point de départ et d'arrivée était donc une grande place avec un parc, et puis il y avait toute une série de stands aussi, des activités l'après-midi, des scènes, de la musique, des concerts. C'était très très animé. Et puis alors il faut savoir qu'à Taïwan, les manifestations, quand elles passent sur les routes, il y a souvent le trottoir, voire parfois une voie de voiture qui est réservée à la manifestation, mais pas l'ensemble des routes. Et là, c'était la première année que 2 voies avaient été réservées pour les manifestants. Oh. Il y a un avec progrès. le nombre de monde, je crois que c'est nécessaire. Ouais, voilà. Sachant que les voies, en l'occurrence, ce sont des 6 voies ou 8 voies sur certains axes qui ont été utilisés. Pour vous donner un petit peu une image à nos auditeurs, genre le boulevard qui est à Galan, il y a bien 8 voies dessus. Oui, alors il y a une partie, effectivement, ce boulevard-là où les deux circuits étaient ensemble. Donc là, c'était l'ensemble du boulevard qui était réservé, qui était bloqué. Et puis dès que c'était séparé, que c'était sur des routes secondaires, entre guillemets, qui restent quand même à 4 voies par direction, il y avait peut-être 2 voies pour les piétons, du coup, et 2 voies pour les voitures. Donc voilà, c'était quand même une reconnaissance de l'organisation de la mairie qui a pris en charge l'importance de l'événement, disons.
Mais comme toutes les manifestations à Taïwan, il y a un feu rouge, on s'arrête, on laisse passer les voitures. Ça reste très civilisé. Alors c'était très festif, mais j'ai pas vu non plus beaucoup d'alcool et tout ça. Il y avait beaucoup de costumes très colorés. Je dirais pas absence de costumes, mais parfois des personnes peu vêtues aussi. Enfin, comme une Pride, une manifestation. J'allais dire la consommation d'alcool, elle est venue après. Mais on y viendra peut-être après. C'est ça, mais en tout cas, pendant la manifestation qui était dans l'après-midi, ça a duré vraiment une bonne partie de l'après-midi, ça restait festif, mais relativement sobre par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres pays, par exemple. Donc, c'était très, très organisé. Donc, il y avait pour chaque cortège des groupes différents. C'était divisé en 6 groupes auxquels sont attribuées les couleurs de l'arc-en-ciel, donc 3 pour chaque circuit. Et dans chaque couleur, il y a différentes organisations. Il y avait plus de 200 groupes différents qui ont participé. Donc, notamment des groupes universitaires de l'ensemble de Taïwan. J'ai vu des pancartes de Penghu, de Jiayi, par exemple, qui viennent de loin. Il y avait beaucoup d'ONG. Amnesty International était très, très visible avec leurs petits chars. Il y avait des associations qui travaillent pour l'élimination du sida et l'amélioration de la qualité de vie et la défense des droits des personnes qui vivent avec la maladie du sida. Parce que y a encore des barrières. Enfin, il faut savoir que pour les étrangers, jusqu'en 2015, il était obligatoire d'avoir un test du VIH avant de venir à Taïwan. Et si on était positif, on n'avait juste pas le droit d'entrer ni de résider à Taïwan. Donc c'est fou, hein. C'est fou, ça fait même pas 10 ans. Et je sais que la première fois que je suis venue à Taïwan, j'avais dû faire ce test aussi. Oui, c'est moi aussi, les premières années. Oui. Ouais. Et puis, il y a l'interdiction de donner son sang pour les hommes homosexuels qui était complète jusqu'en 2018. Et ça a été changé par une interdiction de donner son sang sur 5 ans pour les hommes qui ont eu des relations sexuelles avec les hommes. Donc, ça passe avec une limite dans le temps, mais ça reste exclusif envers les hommes gays ou bisexuels. Il faut savoir qu'aux États-Unis, cette période d'interdiction ou période d'abstinence a été complètement enlevée seulement cette année et en France l'année dernière. Donc ce sont des sujets qui restent tout à fait d'actualité, même si ces lois datent des années 80-90 quand l'épidémie était beaucoup plus forte et touchait principalement les hommes gays. Maintenant, ça touche vraiment toutes les couches de la société, tous les milieux. Et il n'y a pas de raison de discriminer par rapport à l'orientation sexuelle des personnes, en fait. Mais les lois évoluent encore doucement. Donc ça, c'était un groupe présent à la manifestation. Il y avait évidemment des partis politiques, une très grosse présence du DPP, avec le candidat à la présidentielle Lai Ching-te qui était là aussi. D'accord. Donc il a fait un vrai bain de foule. Aucun des autres candidats n'était présent, par contre, ni Ko-won-je, ni Hou Yo-ih, ni Go Tae-min. Ok. Et j'ai aussi repéré quelques affiches du New Power Party. Voilà, eux, ils sont assez actifs sur ces sujets, donc c'est logique qu'ils soient là. C'est ça. D'accord. Beaucoup d'entreprises, nombreuses, avec Nike, des produits de maquillage, de la mode, des banques aussi. Alors, est-ce que vous connaissez le terme qui s'applique ? Je vais vous lire la définition et vous allez me dire comment ça s'appelle. Okay. C'est le procédé mercatique utilisé par un État, une organisation, un parti politique ou une entreprise pour améliorer son image en promouvant son attitude accueillante envers l'homosexualité. Je sais pas, gay washing ? J'allais dire l'arc-en-cialisation. Queer washing. Pink washing. Pink washing, ah oui. Ouais. Voilà, donc on était en plein dedans aussi. Ouais. Après, il y avait aussi une... Oui, j'ai vu que récemment, les marques comme Nike, Adidas et tout faisaient pas mal de... Ouais, c'est ça. On va avoir un article avec des couleurs arc-en-ciel et puis voilà, alors qu'en fait, il n'y a aucune politique effective qui change. Mais bon, bref. Je voulais aussi parler des présences étrangères. Il y avait un très grand groupe des États-Unis avec l'American Institute in Taiwan qui était là. J'ai vu aussi plusieurs drapeaux de Malaisie. Est-ce que vous êtes au courant des lois en Malaisie concernant l'homosexualité ? C'est pareil qu'à Singapour. Il doit y avoir de la prison, je pense. Oui, jusqu'à 20 ans maximum. Voilà. Accompagné d'une amende. Mais prison. Amende et coup de fouet aussi, en public.
Et il y a la peine de mort dans 2 États pour les hommes musulmans seulement. C'est avec la charia, donc c'est pas partout, c'est pas pour tout le monde, mais il y a quand même la peine de mort en Malaisie. Tu sais dans quel état c'est? J'ai oublié un qui était au nord, tout près de la Thaïlande, et puis un autre. Johor. Je sais plus, faudra vérifier. Ils sont assez conservateurs vers là-bas. Ouais, mais voilà, donc les Malaisiens à Taïwan étaient présents, puis il y avait beaucoup d'autres pays aussi. Il y avait des représentants de la Belgique en compagnie d'autres pays rassemblés sous une grande barrière de l'Union européenne. Il n'y avait pas le Brunei. Je ne l'ai pas repéré, mais peut-être qu'il y en avait, parce que j'ai pas vu tout le monde non Ou plus. des représentants d'Hatché. Non, je rigole, mais c'est horrible. C'est pas drôle du tout. Il y avait peut-être des personnes du Brunei qui étaient là, Oui, peut-être. probablement pas des représentants politiques. Non, ça c'est sûr. Délégation française avec Franck Paris, le directeur du BFT. Il y avait l'adjoint au maire, non, de Paris. Oui. C'est ça, Jean-Luc Romero-Michel, qui était donc chargé des affaires liées aux droits humains en France et très engagé pour la défense des droits des personnes LGBT+, et des minorités, également des Tibétains et des Ouïghours en Chine. Oui. Que j'ai repéré sur une photo à côté de Chen Ju aussi, la présidente de la D'accord. commission des droits humains à Taïwan. Il avait été invité par elle, en fait. Voilà, c'est ça. Et il avait participé le 30 octobre, donc 2 jours après, au Salon international pour les droits humains, Love Without Borders, donc organisé par cette commission des droits de l'homme taïwanaise, et D'accord. consacré à la promotion des politiques en faveur des personnes LGBT+. Chuan Yu, qui est aussi la présidente du Yuan de contrôle. Voilà. Voilà. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué l'acronyme LGBTQIA+. Je vais encore vous mettre à contribution. Ça veut Allez. dire quoi, toutes ces lettres? Alors, LGBTQIA. Alors, lesbienne, gay, Gay. bisexuel, trans, queer, intersexe, et après Asexuel. asexuel, plus, quoi. Ouais, donc bravo. Merci. Et est-ce que vous avez des définitions pour tous ces mots? Je les comprends. Je sais pas si je vais très bien pour le placement de la définition. Alors, je préfère ben, te donner la. Ou alors, je vais laisser, lesbienne, c'est femme plus femme. Une femme qui est attirée par les Voilà. femmes, c'est ça? Gay, c'est homme qui est attiré par les hommes. Bisexuel, ça peut être les deux. Transsexuel, c'est quelqu'un qui s'identifie à un genre qui est différent que celui de la naissance. Alors, Biologique. oui, pour la définition, c'est quelqu'un qui s'identifie à un genre différent de celui qui lui a Ouais. été assigné à la naissance. Par contre, tu as dit transsexuel. Oui, non. On dit plutôt transgenre maintenant. Oui, transgenre, c'est vrai. Transsexuel est plutôt médicalisant et ça met plus l'accent sur les organes génitaux. Oui. Alors qu'il n'y a pas forcément de transition. Il n'y a pas besoin d'avoir une biologique, opération voilà, c'est ça. chirurgicale pour être trans. Voilà. ouais. Donc c'était ce Merci. petit point. Et queer, c'est qui s'identifie. Enfin, c'est pas forcément. Ça peut être un peu tout, quoi. On s'identifie pas forcément à un genre précis ou une attirance précise. On veut pas se mettre trop dans une case. C'est un terme qui C'est est utilisé de plein de manières différentes par Oui. plein de personnes Je pense que différentes. c'est un terme Donc très ça, fourre-tout. c'est assez complexe. On peut dire que queer à la base, ça veut dire bizarre en anglais. C'était utilisé comme une insulte pour les personnes qui justement rentrent pas trop dans les cases et qui a été repris par ces personnes-là à leur compte. Pour se l'approprier. C'est ça, qui se le sont vraiment appropriés. Donc c'est pas une insulte. Maintenant, quand on dit d'une personne qu'elle est queer, surtout si elle s'identifie elle-même en tant que telle. Et effectivement, la seule manière de savoir si quelqu'un est queer, c'est que cette personne le dise. Parce que... Oui, sinon c'est un peu... pour tous les autres aussi, d'ailleurs. Et intersexe, c'est quelqu'un qui n'a pas de genre très précis. Alors, c'est quelqu'un qui Quelqu'un est qui peut avoir né... les organes génitaux mâles et femelles. C'est ça, donc c'est quelque chose de physique. C'est des caractéristiques physiques qui ne correspondent pas exactement à la norme entre masculin et féminin. Donc ça peut être les organes génitaux, mais ça peut être aussi des caractéristiques sexuelles secondaires, ça peut être la pilosité, ça peut être les hormones, ça peut être les chromosomes. Et ça, souvent, on l'apprend... Enfin, on s'en rend compte un peu plus tard, peut-être à l'adolescence seulement, à la puberté, voire même beaucoup plus tard. Mais voire même à la naissance, il y a des gens qui naissent aussi... Il y a des gens qui naissent avec des organes génitaux
qui correspondent pas à ce qu'on trouve dans les manuels scolaires basiques, disons en tout cas. Oui. Donc voilà, mais c'est des caractéristiques physiques et ça, on ne sait pas après comment ces personnes s'identifient, si ce sont des hommes, des femmes ou des personnes non binaires. D'ailleurs, il n'y a pas le non-binaire entrerait dans le plus. Donc ce sont des personnes qui s'identifient ni totalement comme un homme ni comme une femme. Et on pense notamment à... Mais ou alors, c'est pas forcément même une question d'identification, ça peut aussi être... tu peux très bien peut-être t'identifier à un genre précis, à celui qui correspond à tes organes génitaux de la naissance prépondérants, mais c'est juste que tu vis quand même avec les autres caractéristiques que tu as, quoi. Ça pour les personnes intersexes, tu oui. dis. Ouais. Et non-binaire, c'est plutôt quelqu'un qui ne s'identifie pas, donc... ou qui ne se reconnaît pas dans les cases homme ou femme. Et je pense notamment à la ministre du numérique taïwanaise, Audrey Tang, qui a utilisé le terme post-genre pour se définir. Donc au-delà du genre. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment cette diversité. Et le A, donc parfois pour asexuel ou aromantique, donc c'est des personnes qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas, disons, d'appétit sexuel ou d'envie d'avoir des relations sexuelles. Ou de sensibilité. Et j'avais vu, alors je peux rebondir là-dessus parce que j'avais vu une sensibilisation sur Twitch sur les personnes asexuelles. Ça ne veut pas dire qu'elles ont non plus aucune envie ou zéro envie. C'est juste qu'il n'est pas forcément toujours présent et il faut juste respecter dans le cadre de leurs envies ou de leurs besoins ce genre de choses. C'est pas forcément zéro. Ça peut être zéro très ou peu. Voilà. Et ça peut être aussi... même s'il y a peu d'envie, ça veut pas dire non plus qu'elles ne prennent jamais de plaisir. C'est-à-dire on peut manger sans avoir faim et on peut trouver que c'est bon au goût, même si on n'avait pas faim à la base. Pour reprendre Quelle belle métaphore. une métaphore alimentaire. Et elles peuvent parfois aussi faire la cuisine pour plaire à la personne qu'elles ont en face, même si elles n'ont pas forcément faim non plus. D'accord. Voilà, pour terminer sur... merci pour cette petite clarification. Voilà. Ouais, c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ces sujets à écouter, à m'informer dessus, même si je ne suis pas forcément un expert. Voilà, personnellement, en tout cas, je voulais dire, j'aime bien ce genre de sujet. Donc, je te remercie de nous avoir un petit peu sensibilisés à cette... Avec plaisir. À ces notions. Voilà. On va passer à ton sujet. Oui, je voulais vous parler d'une autre manifestation qui a eu lieu lundi. C'était au mémorial de Chiang Kai-shek. C'était 3 organisations non gouvernementales et plusieurs anciennes victimes de la terreur blanche qui ont manifesté pour demander la démolition de ce bâtiment. Enfin, quand je parle de ce bâtiment, c'est vraiment le bâtiment central du parc de Chiang Kai-shek, avec à l'intérieur cette immense statue de Chiang Kai-shek. Donc le mausolée et la statue. Voilà, c'est ça. Alors, ces manifestations, vous savez comment ils l'appellent, ce bâtiment ? Il y a un petit surnom, c'est le Zhongjang Miao. Le temple de Chiang Kai-shek, parce que voilà, il dénonce une vénération presque, enfin pas presque, mais oui, une sorte de vénération autour du personnage de cet ancien président qui était aussi un dictateur avéré. Donc c'est vrai que c'est un sujet, on va dire, de longue date à Taïwan, dans la politique taïwanaise. Ça fait maintenant plus de 30 ans qu'il y a eu l'abolition de la loi martiale. Et la question du changement, pas forcément de la démolition, mais du changement, de l'adaptation de ce lieu, est sur la table des négociations depuis très longtemps, et en particulier depuis l'accès au pouvoir de Tsai Ing-wen. Alors, lors de l'existence de la commission de justice transitionnelle, donc ça a duré 4 ans, ce sujet-là a été pas mal travaillé. Mais au final, la commission de justice transitionnelle, je crois qu'elle a été fermée l'année dernière. Ou peut-être il y a 2 ans. Maintenant, je ne sais pas, le temps passe tellement vite. Je crois que c'était l'année dernière. Oui. Après la fermeture, finalement, il n'y a rien qui n'a été décidé. Et donc, ces gens-là manifestent et ils disent que l'existence de ce lieu empêche la mise en œuvre de cette justice transitionnelle. Et c'est vrai que c'est pas...
pour eux, ces manifestants-là sont un peu exaspérés de voir qu'en plus de 30 ans, il n'y a pas eu de changement. Et c'est vrai qu'il y a quand même eu des évolutions dans le sens où, par exemple, l'espace qui est dessous le mausolée, il y a eu une exposition. Alors, il y a plusieurs expositions. Une exposition sur Chiang Kai-shek, où on voit ses voitures de luxe, des choses comme ça, donc qui font un petit peu partie... Enfin, c'est un peu flou quand même. Moi, je trouve que c'est un peu plus du côté de la vénération, parce que dans les panneaux d'explication, il n'y a vraiment pas trop de prise de distance. J'étais assez surprise. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, cette exposition. Je l'ai vue il y a très longtemps. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça. Celle qui est en dessous Ouais. le mausolée. Ouais. L'exposition permanente. Les panneaux sont pas du tout du style... voilà ce qui était le train de vie du président. Enfin, c'est pas du tout ça, quoi. Non, c'est ouais, plus... Voici sa voiture, voici le vêtement qu'il portait le jour de machin. Voilà, il y a Ouais, beaucoup de... La seule partie où il y a un petit peu d'informations, c'est la partie du bureau où il disait qu'il y avait une distance pour pas qu'on... pour pas qu'il soit à portée d'armes ou un truc comme ça. La taille du bureau avait été étudiée. D'accord. Voilà, pour qu'il soit pas à portée d'armes. Ok. Ouais. Là, je me souviens pas de ça. En tout cas, de l'autre côté de ce bâtiment souterrain, enfin, c'est pas souterrain, c'est au premier étage, enfin, au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Il y a une exposition consacrée à la défense de la liberté d'expression et au mouvement pro-démocratie des années 80. C'est une exposition qui a été ouverte en avril 2022. Ah oui. Voilà. Ah, derrière, oui. Mais sinon, à part ça... devant la statue, il n'y a pas de panneau explicatif qui t'indique ce qu'a vraiment été cette personne, le rôle de cette personne dans la Terreur blanche, notamment la Commission de justice transitionnelle en 2021 avait publié un rapport en croisant les données de cette base de données de la justice transitionnelle, donc il y avait les fichiers de plus de 13 000 personnes, et il était avéré que Chiang Kai-shek avait été impliqué personnellement dans 4101 procès où il avait personnellement apposé sa signature, réclamant parfois l'exécution de quelqu'un, alors que le juge avait seulement décidé d'une peine, à perpétuité ou d'une peine longue. Et Chiang Kai-shek avait dit non, celui-là, il faut qu'il soit exécuté. Donc ça, c'est beaucoup arrivé. Donc il est vraiment responsable personnellement, en plus que politiquement. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune explication lié à ça devant cette statue. Donc les visiteurs, les touristes étrangers, ils viennent, ils voient cette statue, ils voient la Avec relève les de la garde gardes, avec tous les honneurs qui lui sont réservés, grande et il n'y a pompe. aucune explication. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose Qui manque. qui manque beaucoup. Ouais. Et au final, pendant les 8 années de mandat de Tsai Ing-wen, rien n'a été fait dans ce sens-là. Donc c'est vrai que on peut comprendre peut-être La frustration. la frustration de Bien ces sûr. personnes qui manifestent. Il y avait des anciennes victimes, des gens qui ont été emprisonnés, des gens qui ont été condamnés à mort, finalement pas exécutés, mais qui ont été considérés comme des coupables, des espions du Parti communiste ou que sais-je encore. Et qui voient toujours que c'est un des lieux touristiques majeurs de la capitale. C'est ça, c'est aller voir la grande statue de leur bourreau. Voilà, c'est ça. Il y a toujours l'affaire du condamné à mort le plus âgé, là, qui est parti d'une contextualisation et d'une accusation de statut de voyou, et ce qui l'a fait condamner à perpétuité, condamné à mort. Parce qu'il a été voyou. Voilà. D'accord. Et, je me souviens plus de son nom. Non, tant pis. Voilà. Si vous cherchez le voyou voyou Taïwan, et vous aurez une série d'émissions que j'ai faites sur le sujet. Mais je me souviens plus de son nom. Ok. Voilà. Donc c'était cette manifestation-là, et il y avait notamment la fondation pour la mémoire de Chan Wen-chun. Sur laquelle vous aurez une émission bientôt. Enfin, bientôt, en décembre. Voilà, en décembre ou en janvier, je sais plus. Janvier, je pense. Une émission préparée par Delhi. Et il y avait aussi la New Taiwan Peace Foundation. Voilà, c'était un peu les actualités de ce lundi. Voilà, et donc merci en tout cas pour ces informations et de nous rappeler aussi encore un petit peu l'état de dictature qu'a connu Taïwan et, à travers cette manifestation. De mon côté, on va être sur un sujet beaucoup moins
comment dire, Plus léger. informant. Ça va être un peu plus léger, un peu plus gastronomique, dans le sens où... Gastronomie. Voilà. Gastronomique, ça reste de la gastronomie, même si c'est pas une gastronomie de fast-food et de... Voilà, ça reste... Voilà, on va dire culinaire, si vous préférez. Et sur les habitudes, surtout les comportements de consommation des nouilles instantanées à Taïwan et à l'étranger. Donc, je rappelle donc ce rapport de la World Instant Noodle Association, créé au départ par le fondateur des nouilles instantanées au Japon, la marque Nissin. Le Haut Institut de Gastronomie De des nouilles instantanées. instantanées japonaises. Voilà. Et donc, dans ce... Alors, ce qui m'a fait venir un petit peu sur ce sujet, c'est d'une part parce qu'il y a une vidéo sur YouTube qui a été publiée par un très gros influenceur français à Taïwan qui s'appelle Ku et qui a fait tester toute une sorte de nouilles instantanées à des étudiants en France. Et, qui ont beaucoup apprécié. Et donc, il avait marqué en fait un classement des 10, il avait fait goûter le classement des 10 nouilles instantanées préférées des Taïwanais. Et en faisant des recherches sur la base sur laquelle il avait fait ça, j'ai vu qu'en fait il y avait plusieurs articles qui étaient diffusés sur en fait l'évolution de la consommation des nouilles instantanées en lien avec l'inflation. Je trouvais ça intéressant dans ce sens-là déjà d'en parler Oui. dans cette émission, dans ce sens, car ça a beaucoup évolué. Il y a des nouveaux pays qui consomment ce genre de repas alors que ça n'était pas du tout culturellement présent. On parle par exemple du Mexique ou du Brésil, des pays souvent en Amérique latine, mais pas que. Il y a aussi quelques pays en Europe où la consommation augmente de manière assez conséquente, et ce qui montre quand même une standardisation de cette consommation qui, on rappelle, est pas du tout de manière comment dire Traditionnelle nutritive d'être Oui. bonne pour la santé. Mais donc voilà, pour cette partie-là, donc on rappelle quand même que ce sont des nouilles frites à la base, des nouilles instantanées. Et donc dans ce cadre-là, en fait, donc il y a plusieurs pays qui ont ça. Taïwan, ça reste plutôt constant, mais quand même avec une évolution régulière. À la hausse. Voilà, à la hausse. Et donc, voilà, je voulais rappeler quand même qu'on va peut-être pas faire un classement parce que je pense qu'on va arriver à... Peut-être juste la plus appréciée. La plus appréciée, on peut en parler, ça va être Uniprésident. D'accord. Le groupe Ah oui. Uniprésident, 5 marques différentes, qui vend 4 des nouilles instantanées les plus vendues par Carrefour, car c'est une étude faite par Carrefour, cette étude de marché. Et la première achetée, en tout cas Carrefour, est une Uniprésident, et c'est le porc émincé. Et en quantité, c'est 10 millions de portions qui ont été vendues uniquement par Carrefour au mois de juillet et de août dernier. Mais il y a aussi d'autres marques, par exemple la numéro 2 est Laike Xianxia Yuban. C'est des nouilles instantanées qui ont la particularité d'avoir des crevettes complètes dans le petit dans la sachet. préparation. Voilà. Et c'est vendu pas beaucoup moins, hein. On est entre 8 millions et 9 millions d'exemplaires vendus au mois de juillet et août dernier. Et après, la troisième, c'est assez incroyable parce que c'est une marque coréenne très connue qui s'appelle Nongshim et qui est très reconnaissable par ses couleurs rouges et noires et qui se caractérise par le caractère Shin qui veut dire amer ou pimenté en mandarin, mais aussi souvent représenté au Japon et en Corée du Sud. Alors là, c'est drôle, l'estimation est beaucoup plus large, on est entre 4,6 millions et 7 millions de portions. Et donc oui, c'est la tendance, en tout cas, parce qu'ils n'avaient pas les données pour les mois de juillet et août. Voilà, pour les top 3. Le top 10, je vais envoyer une photo pour l'article, où vous pourrez voir le top 10 des marques. Je vous invite à aller regarder donc l'article sur le site internet. Et je vous dis donc merci, puisqu'on arrive déjà à la fin de cette présentation. Et on en parle à Taïwan, en compagnie de Valentin Floquet, Florian Dai. Elisa Dufaux. Merci à tous et bonne journée.